Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Le chrétien et la politique. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Une émission que vous aimez à suivre chaque mercredi de 19h à 20h. Aujourd'hui, je suis sur ce plateau avec le pasteur Edo Komi. Il est le président national du mouvement Martin Luther King que vous connaissez très bien. Pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir, chef frère. Comment vous allez? Ça va? Bonsoir, téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Là, je crois que nous avons déjà on a pris goût Oui, de la première émission. oui. Je pense que vous pouvez compter sur nous chaque fois que vous nous ferez appel. Merci beaucoup. Parce que le chrétien et la politique, c'est très important. Il faut approfondir cette émission pour que les uns et les autres comprennent que le chrétien est le meilleur citoyen. Le chrétien est le meilleur citoyen parce que ce que la Bible enseigne, ce n'est pas seulement de la moralité, mais c'est des paroles, des enseignements qui inculquent la crainte de Dieu, qui inculquent la fidélité, l'honnêteté, et je pense, la vérité surtout, je pense que la Bible dit, le Seigneur Jésus a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc on en a besoin, le chrétien et la politique. Je crois que c'est une très belle émission. Il faut maintenant faire large diffusion de cette émission sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook, YouTube et autres, pour que les gens puissent les partager et qu'à cette heure-ci, tout le monde, tous les chrétiens puissent être branchés sur cette TV, DC TV. Je pense que vous faites de très bonnes choses, que le Seigneur vous bénisse. Merci Et bénisse beaucoup. le promoteur de cette télévision. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, ce soir, nous allons débattre sur trois thèmes. Le premier thème, nous allons parler de la flambée des prix euh, des produits alimentaires au Togo ces derniers moments. Donc, le deuxième thème, nous allons parler de la riposte de la COVID-19 au Togo. Et le dernier, nous allons aborder le fameux retour de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, qui est annoncé le 17 juin prochain. Merci d'être au rendez-vous de cette émission. Euh, Pasteur, Oui, ces derniers moments, vraiment, les Togolais tirent le diable par comme la on le queue, dit. bien sûr, si vous le permettez le terme. Pourquoi ces derniers moments, vous en tant qu'acteur de la société civile, les prix des produits alimentaires ont grimpé d'un coup et aujourd'hui on peut dire que le panier de la ménagère Est affecté, est affecté. est affecté. Oui, C'est vrai, et d'emblée, je dis que la vie est très chère depuis un certain moment. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous ne cessons de tirer sur la sonnette d'alarme pour que des mesures soient prises. Et je vais juste décrire la situation que nous vivons. Vous savez qu'il y a un an de cela, que la crise sanitaire à Covid-19 est tombée et qu'avec cette crise, les activités sont au ralenti. Il y a l'état d'urgence et puis, du coup, tout est au ralenti et du coup, cela affecte vraiment les ménages. Ça affecte vraiment les ménages, ça affecte vraiment les citoyens de Lomé à si nous prenons notre pays. Et depuis le début de l'année, le constat est fait que les prix grimpent, les prix flambent. On assiste à une augmentation vertigineuse des prix des produits de première nécessité, des produits alimentaires, des vivres comme non-vivres. Et quels en sont les facteurs aujourd'hui? Le paroxysme, le comble est atteint. Hein, le comble est atteint et c'est intolérable ce qui se passe. Donc, ce que vous achetez hier à 200 francs aujourd'hui, ça fait 225, ça fait 300. Et puis, du coup, vous prenez le prix du bol de maïs aujourd'hui, c'est 800, 900, 1000 francs, 1200 un peu partout. Et donc, je dis, ça annonce une famine. Ça annonce une famine. Et du coup, l'explication qu'on peut donner aujourd'hui, et ce qui va empirer la situation, c'est qu'il n'y a pas de pluie. Et vous conviendrez avec moi qu'hier, le 1er juin, qui est traditionnellement une journée de pluie, hier, on n'a pas du tout senti, on n'a pas vu la pluie. Il y a quelques gouttelettes d'eau, mais ce n'est pas de ça on a besoin. Et je vous dis que moi, le samedi, j'ai fait le tour de la région maritime pour constater les faits.
j'avoue quand même que partout où j'arrive, vous constatez que les plants de maïs là sont presque secs. Et si on prenait de l'allumette, j'ai essayé avec de l'allumette, j'ai à un certain niveau, même ça a plus de feu. C'est ce qui veut dire que s'il y a aujourd'hui, s'il y a des cubes, des mètres cubes d'eau, de plus aujourd'hui, mètres cubes de plus aujourd'hui même, ça ne va rien donner. Ce qui veut dire que c'est déjà condamné. Donc s'il y a de plus aujourd'hui, c'est maintenant que c'est en juin que les gens vont commencer par semer, par faire de semences. En juin. Et d'ici juillet, certainement, il n'y aura plus de pluie. Et donc, ce qui veut dire qu'on tend vers une famine. Et la spéculation, il faut reconnaître que cette inflation est due à plusieurs facteurs. Oui. À plusieurs facteurs. Okay. Vous prenez aujourd'hui comment on l'appelle, avec la crise sanitaire, il y a les péages, l'augmentation des frais de péage. Hein, qui est monté presque à plus de 30%, qui est augmenté à plus de 30%. Ce qu'on paye 300 francs aujourd'hui, on paie 500 pour les taxis légers, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça en fonction du poids des engins. Il y a aussi taxes sur les véhicules à moteur. Taxes sur les véhicules à moteur, donc qui est, il faut le dire, un véritable problème pour les Togolais. Hein, c'est un autre facteur. Un autre facteur. Et il ne faut pas oublier, quand il y a tout ça là, le transport est augmenté, parce que les gens paient de péage, les gens paient des taxes sur, donc le transport augmente. Et du coup, les commerçants, les revendeurs, tous ceux qui vont chercher du maïs, tous ceux qui vont chercher du haricot, qui cherchent du gari, ainsi de suite, les produits alimentaires et les produits, les non-vivres et les vivres, bon, donc du coup, sont obligés, il faut le dire, sont obligés d'augmenter pour pouvoir faire de bénéfices, Eux, ils ne peuvent pas rouler à perte. Et aussi, il y a l'autre facteur qui est très important. Je suis maire, et il faut le dire, c'est les taxes municipales. Les taxes municipales. Moi, je suis maire, moi, je dis la vérité. Expliquez-nous. Les taxes municipales. Vous savez, avec l'ancienne formule de Lomé commune et les délégations, il n'y avait pas tellement c'était une commune et les gens n'allaient pas en profondeur dans les banlieues pour collecter les taxes. Aujourd'hui, Lomé commune, Lomé seul est éclaté en 7 communes. Quand vous prenez Lomé commune, ça fait 5 communes. Quand vous prenez Golfe, ça fait 7. Lomé commune, qui était une commune avant, est devenue 5 communes. Et quand vous prenez Golfe, ça fait 7 communes. Donc, aujourd'hui, nous, on a des collecteurs qui vont un peu partout. Les gens qui ne payaient pas de taxes avant sont obligés de payer 2500 francs par mois, 5000 francs, ça dépend de la superficie que vous occupez sur les lieux publics. Et du coup, tout ça là, les gens ils sont obligés d'augmenter un peu ce qu'ils vendent. Parce qu'il y a des taxes, et d'autres aussi, il y a les taxes, il y a l'OTR qui est là. Il y a les taxes fiscales, taxes municipales. Quand vous prenez tout ça là, et quand vous faites la somme de tout ça, j'avoue qu'il ne peut y avoir que d'augmentation. Oui. Est-ce que vous ne pouvez pas penser, comment on appelle, au panier de la ménagère? Oui, naturellement. C'est le citoyen lambda qui c'est le citoyen lambda qui en paie le prix, parce que quand vous prenez ceux dont les bourses sont acceptables, eux, ils ne souffrent pas. Mais c'est les citoyens, c'est la masse populaire qui souffre. C'est la masse populaire qui souffre. Donc, ce qui revient à dire que nous avons alerté, ça fait longtemps que nous attirons l'attention du gouvernement sur ce sujet. Parce qu'il le faut. Mais quelles sont les mesures concrètes pour pouvoir atténuer ce Pour pouvoir atténuer, je crois quand même que nous avions demandé un temps, parce que nous sommes dans une crise sanitaire. Oui. Les activités sont ralenties, vous avez demandé un temps la suspension. La suspension de frais de péage, taxes sur les véhicules à moteur. Donc, il fallait quand même... Est-ce que vous êtes écouté? Nous n'avons pas été écoutés. Nous avons écouté, les prix seraient revus à la baisse. À la baisse. Parce que c'est une période de crise où les activités ne sont plus comme avant. Les activités sont au ralenti. Parce qu'à cause de distanciation sociale, celui qui vendait avant avec 10 places est occupé de le faire avec 5 places. Avec 5 places. Donc, il ne peut plus avoir de recettes comme avant.
Parce qu'il faut laisser une place pour que l'autre puisse s'asseoir de l'autre côté à cause de pour respecter la distanciation sociale. Et du coup, des gens aussi se méfient de certains lieux et les activités, les chiffres sont descendus vers le bas, sont descendus tellement. Les chiffres, les recettes ne sont pas plus comme avant. Et maintenant, avec les taxes municipales, je crois quand même qu'il revient au maire dans les communes. C'est vrai, nous, on vit sur des taxes. La commune, une mairie ne peut pas vivre sans taxes. C'est la mobilisation des recettes fiscales, des recettes municipales, c'est ça qui fait notre force financière. Mais je crois quand même que fondamentalement, il faut aussi penser aux électeurs, il faut aussi penser à nos populations. Et moi, peut-être que ce que je dis, ça va faire mal aux collègues. Ça va faire mal aux collègues qui sont des maires. Ils disent, mais pourquoi lui, il est maire, pourquoi il dit ça? Moi, ce n'est pas sur votre télévision seule que je le dis partout, je l'écris. Et j'invite les collègues quand même à voir un peu cette affaire de taxes, à ne pas trop brutaliser les gens. Mais il faut continuer par sensibiliser, que les gens soient conscients que pour développer une commune, il faut les taxes, il faut payer des taxes. Mais la période aussi, je ne demande pas qu'il ne faut pas percevoir, mais la période ne s'y prête pas tellement. La période ne s'y prête pas. Les activités sont ralenties, comme je l'ai déjà dit. Donc, les gens tirent, comme le dit le diable par la queue, les gens se débrouillent. Et donc, si on amasse, si on les harcèle, hein, je crois que tout ça là, tous ces facteurs ont du coup donné droit à ce que nous avons aujourd'hui, la flambée. Ça flambe. Vous prenez du gari, vous prenez du haricot. Les produits de première nécessité sont affectés. Et quand vous prenez, ici il faut 1000 francs pour acheter un bol de maïs, il faut 200 francs pour aller moudre, il faut des piments, il faut des condiments, il faut des épices. Hein, vous allez, la dernière fois samedi dont je parlais, quand je suis arrivé chez moi au village, ma maman, qui est un peu souffrante, donc j'ai appelé, on m'a dit, bon, d'aller chercher de poissons et de piments, de condiments pour la sauce du soir. Donc je suis allé à Méniran, c'est ça, je suis allé à Méniran, j'ai demandé, mais quand j'ai demandé, on m'a donné 3 petits trucs de tomates. Hein? On dit 200, 3 petits. On dit, donc il fallait acheter 400 francs pour pouvoir avoir suffisamment de tomates. Et de piments, c'est pareil. Dans le village arménien, enfin c'est pas le village, c'est le chef-lieu de la commune Vautois, mais c'est un peu reculé. Mais regardez, c'est ça, c'est ce qu'on m'a servi. Je parle seulement de ce samedi. Moi-même, j'ai été témoin. Donc c'est dire que la situation a franchi ce qui est intolérable avec les spéculations, avec l'augmentation des prix selon l'humeur des commerçants et des commerçants, parce que certainement ils ont raison. Mais donc on a crié, on a demandé, parce que le gouvernement togolais nous a dit tout récemment qu'il y a de l'excédent céréalier. Il y a de l'excédent céréalier, donc bon, on en a créé, donc je crois qu'il y a 3 jours, nous avons été écoutés et que l'ANSAT vient de mettre sur le marché les produits céréaliers. Ça, bien sûr, pas plus qu'hier, l'ANSAT, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire, a ouvert ses portes aux Togolais de pouvoir s'approvisionner. Pour stabiliser le prix, pour stabiliser le prix. Est-ce que ça peut résoudre le problème? Non, ça ne peut pas résoudre. Parce que, vous savez, le Togolais ne vit pas seulement de céréales, ne vit pas seulement de maïs, ne vit pas seulement de mil, ne vit pas seulement de sorgho. Non, mais ça, c'est des produits céréaliers. Il y a aussi les protéines, il y a la viande, il y a tout ça là. Il y a l'huile, donc il faut tout ça là. Il y a le sucre. Il y a le sucre. Quand les gens vont acheter du maïs, ben, il faut des condiments. Il faut des condiments. Donc, ce que l'ANSAT, c'est l'agence sécurité alimentaire. L'exemple de la sécurité alimentaire. Donc, c'est sécurité alimentaire. Ce n'est pas seulement la sécurité céréalière. Ce qu'on nous donne, c'est des céréales. Maintenant, il faut aller loin. Ben, il faut quoi? L'ANSAT devait faire l'élevage pour que nous ayons de la viande. Puisque c'est la sécurité alimentaire. On a dit sécurité alimentaire. Donc, une sécurité alimentaire, c'est qui comprend tout ce qu'il faut à un être humain pour être en bonne forme, en bonne santé en matière alimentaire. C'est ça la sécurité alimentaire. C'est ça la sécurité alimentaire. Donc, il faut tous les ingrédients pour avoir une sécurité alimentaire. Donc, ce qu'on vient de mettre sur le marché, attention, si on ne sait même pas faire, les gens vont aller acheter
pour revendre sur le marché. Oui. Ah oui, mais bien sûr. Les gens vont aller acheter à bas prix. Les gens vont aller à bas prix et augmenter le prix sur le marché. Et aussi, il n'y a pas de contrôle même. Au ministère du Travail, il y a le contrôle du prix. Il y a un service qui a le contrôle du prix sur le marché. Mais ce service, le contrôle de prix, on ne le voit pas sur le marché pour aller contrôler. Des fois, ils font des descentes inopinées sur le marché et puis juste pour amuser la galerie, et on montre à la télévision qu'il y a un contrôle. Et puis, les prix continuent de gonfler. Les prix continuent de flamber. Pourtant, je dis que le problème, c'est qu'il faut repenser fondamentalement l'agriculture togolaise. L'agriculture togolaise souffre. Parce que c'est avec des moyens rudimentaires. C'est avec des moyens rudimentaires que notre agriculture est toujours à l'étape rudimentaire. Il n'y a pas de la modernisation. Il n'y en a pas. Bon, donc, avec tout ça là, on ne peut que avoir des problèmes en matière d'agriculture. Donc, il faut repenser l'agriculture togolaise. Et je crois que ce que l'ensemble fait, il faut saluer. La SAT a commencé par faire. Il faut saluer. Est-ce que les plus démunis, les plus vulnérables auront accès à ces céréales qui sont sur le marché? C'est la question. C'est la question. Les points de vente, les gens ne sont même pas informés des points de vente. Des points de vente, il y en a, mais les gens ne sont même pas informés. C'est maintenant qu'il faut dire, avant qu'il n'y aille, d'autres plus autorisés, enfin, personne ne les autorise, mais ils savent que c'est là. Ils vont aller acheter et remettre sur le marché. Donc, ça ne résout pas. Je crois qu'il y a des dispositions qui ont été prises. Non, on dit que il faut prendre 2 sacs. Bon, ben, bien sûr, chaque les noms sont enregistrés. Les noms sont enregistrés, donc il faut ouais, bien sûr, ben, les gens, bon, je ne veux pas ici sur votre chaîne dire ce que les gens peuvent faire pour pouvoir en avoir davantage, parce que ce n'est pas bien. Mais j'avoue quand même que ça ne peut pas résoudre le problème. Le problème est ailleurs. Il faut quand même une certaine organisation. C'est vrai que nous avons des céréales, mais ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de projets au ministère de l'Agriculture et ces projets-là devaient fondamentalement nous produire suffisamment, hein, rationaliser, moderniser l'agriculture. On ne va pas dépendre du climat. Non. Ah, oui, au XXIe siècle, on ne doit plus dépendre du climat. Ben voilà qu'il ne pleut pas et nous sommes suspendus. Aujourd'hui, il faut la mécanisation de l'agriculture. Hein? Il faut on ne va plus compter sur les saisons. Il faut qu'il y ait des trucs de circonstances où on peut produire des tomates, on peut produire du piment, on peut produire avec des trucs de système d'arrosage des produits, pour que dans une année, on puisse avoir au moins 4-5 productions. Que de nous contenter de ce qui est traditionnel. Grande saison, petite saison. Grande saison, petite saison. Et il y a des temps morts, il y a des ruptures où on ne fait rien. Alors que c'est des moments qu'il faut profiter pour travailler, pour mettre les gens au travail. Donc si on va seulement dépendre du climat, j'avoue qu'on va rester dans cet état et beaucoup de personnes vont en partir comme ce que nous sommes en train de faire. Donc, fondamentalement, je présume qu'il y a quelque chose qui nous attend et il faut prier qu'il pleuve. Qu'il pleuve et que les gens fassent à nouveau la semence et voir ce que ça peut donner. Sinon, à l'état actuel, il y a la famine qui nous attend. Irrémédiablement, hein, sans doute, il y a la famine qui vient. La famine qui vient, et ça ne sera pas comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, parce que les prix vont encore flamber. Parce qu'il y aura pénurie. Il y aura pénurie, et il y en aura disponibilité, mais il faut avoir de l'argent avant d'aller acheter parce que c'est cher. Donc, la vie est chère. L'ANSAT, oui, mais ça ne règle pas le problème auquel nous sommes confrontés. Merci. Nous allons entamer le deuxième thème qui est la riposte de Covid-19 au Togo. La première dose, elle a passé par AstraZeneca. La deuxième dose est en train d'être prise. On a eu le vaccin Sinovac. Ouais, bien sûr que la République chinoise nous a donné. Oui. Tout récemment, il y a eu le fusée. Oui, il y a Pfizer qui est arrivé. Oui. Il y a, je crois avant-hier ou bien hier, l'État togolais a réceptionné le deuxième lot du vaccin Pfizer. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le nombre actif est en baisse.
passer réglé. Est-ce que l'État togolais n'est pas qualifié dans ce sens? Bon, moi, ce que je dirais, cette affaire de Covid-19, vous savez, il y a eu beaucoup de versions. Moi, je suis une autorité locale, une autorité municipale. C'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, même s'il faut reconnaître qu'à certains moments, il y a des communications qui nous font peur. C'est comme si le monde est déjà à son terme par rapport à la Covid-19, où on nous effraie, il y a des publications. Mais ce qu'il faut dire, le Togo, à un moment donné, s'est ressaisi, et avec la sensibilisation, et avec la prise de conscience des Togolais, c'est vrai que nous n'avons jamais été face à ce genre de pandémie où il faut boucher le nez et la bouche, il faut se laver régulièrement les mains, il faut utiliser du gel, il faut utiliser du gel hydroalcoolique et tout ça là. Donc, ça fait qu'à certains niveaux, les gens sont réticents, mais les gens sont finalement lassés parce que les gens disaient qu'ils étouffaient en portant le masque. Bon, donc aujourd'hui, on sait qu'il y a eu les cas dégringolent, les cas baissent, il y a une chute. Et ça, on ne peut que dire merci à Dieu et surtout espérer que la situation reprenne, que nous retrouvions nos habitudes de vie. Parce qu'on en a besoin, ça nous a tellement manqué. Aujourd'hui, on est recroquevillé sur soi, on a peur de l'inconnu, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais je crois quand même que avec les résultats qu'on nous donne, la situation qu'on nous fait tous les jours, donc avec les vaccins, vous savez, il y a tellement d'histoires, de polémiques autour des vaccins par ici, par là, et ça effraie aussi les gens ont peur. Ça, on ne cessera. Oui, justement, au début, avec le vaccin AstraZeneca, avec le vaccin AstraZeneca, il y avait eu la peur qui animait les Togolais à se faire vacciner. Les Togolais étaient vraiment dans une peur bleue. Bon, par la suite, certains ont pris conscience parce qu'il y a des gens qui vont se faire vacciner. Bon, s'il y a des effets secondaires, les gens ont peur de tout ça. Mais aujourd'hui, ce qui est, c'est que les cas diminuent, les cas actifs diminuent, les décès diminuent. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Moi, ce que moi je demanderai, et je continue de demander, c'est que par exemple, dans le Grand Lomé, où les lieux de culte, certains lieux de culte sont encore restés fermés. Pour moi, en tant que pasteur, je ne cesserai de le dire. Il faut ouvrir les lieux de culte. Donc, ils vont jusqu'à dire que le ciel, il ne pleut pas parce que dans cette affaire de Covid-19, on a pensé que les lieux de culte étaient devenus des lieux de prédilection de contamination. On en a dit beaucoup de choses. Bon, donc, alors qu'aucun pays au monde aujourd'hui ne vit plus cela, la fermeture des lieux de culte, ça il faut le dire. Les lieux de culte, il faut les ouvrir, c'est tout autour de nous, dans les pays voisins. Les pays voisins où les cas quand même flambent. Ailleurs, les lieux de culte, c'est vrai quand même qu'à l'intérieur du pays, les lieux de culte sont ouverts. C'est seulement au Grand Lomé, puisque c'est la grande concentration. Souvent, les cas, presque tous les cas, la majorité des cas, la plupart des cas, c'est au Grand Lomé. Donc, c'est pourquoi il y avait cette mesure de restriction. Mais aujourd'hui, je ne pense, il y a plus de raison de laisser les lieux de culte fermés. Il faut les ouvrir et permettre et suivre le respect des mesures barrières dans les lieux de culte. Donc, à certains moments, on a l'impression que le gouvernement togolais exagère. Exagère pour moi. Exagère avec des mesures. Chaque État sa politique. Oui, c'est vrai. Tu sais, vous savez, moi, je n'ai pas une langue de... moi, je ne fais pas une langue de bois. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Vous savez, la manière dont l'État togolais gère jusqu'à présent cette pandémie, je souhaite que prochainement, pour les prochaines fois, on puisse nous gérer quand les Togolais ont des problèmes de santé, que ce zèle, que cet engagement, on puisse avoir cet engagement-là, on puisse l'avoir. Bon, donc c'est ça. On a toujours parlé de, vous prenez nos hôpitaux, CHU, Sévalu, sur l'Olympio, combien de fois on n'a pas parlé de scanner? Vous prenez nos CHU, on a parlé de scanner. Il n'y en a pas toujours, jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, je crois que c'est des choses qu'il faut profiter de cette occasion pour en avoir, pour permettre aux gens
d'avoir des soins, on dit ministère des soins, accès aux soins. Hein, aux soins. Bon, donc c'est ça, il faut que les gens, pour que les gens puissent avoir des soins, il faut qu'il y ait des équipements modernes, des équipements de pointe, hein, qui puissent favoriser, qui puissent permettre aux médecins, qui puissent permettre aux praticiens hospitaliers de pouvoir mieux traiter les patients, les malades. C'est une obligation nécessaire à l'État de pouvoir administrer de bons soins. Mais l'État a la charge. L'État a la charge. Et dans l'espace de la CEDEAO, il y a quand même un pourcentage du budget qui est consacré à la santé. Bon, donc si vous avez des citoyens qui ne sont pas en bonne santé, comment vous pouvez, c'est-à-dire la richesse, la plus grande richesse pour une nation, pour un pays, pour un groupe, c'est les ressources humaines. Si les citoyens ne sont pas en bonne santé, alors qui sont ceux-là qui vont créer la richesse? C'est les citoyens qui vont créer la richesse, donc ils doivent être en bonne santé. Et c'est un devoir régalien à l'État. Un devoir régalien à l'État de pouvoir s'occuper des soins des citoyens. Bon, donc, c'est vrai, pendant cette Covid-19-là, on a vu l'État togolais s'engager. Et nous, on veut que dans les autres pathologies, hein, que l'État soit présent, hein, l'État équipe nos centres de santé et que l'État construise des centres de santé modernes. Moderne comme ça se fait au Sénégal, au Niger, un peu au Ghana, un peu partout. L'État togolais aussi doit aller vers ça pour ne pas seulement... il ne faut pas que l'État reste seulement dans le règlement. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de moyens? Non, mais écoutez, qui va dire qu'il n'y a pas de moyens? Qui va pas dire qu'il n'y a pas de moyens? Vous êtes au Togo avec nous. Et ça, moi je suis de la société civile. On sait combien de fois il y a eu beaucoup de détournements de fonds par-ci, par-là. Ça, on le dit. Ce n'est pas moi qui... Je n'invente rien. La corruption. Le Togo fait partie des pays les plus corrompus. Ça, tout le monde le sait. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Et donc, il faut que... le problème de l'Afrique, c'est ça, la corruption. Si on arrive à lutter contre la corruption, l'évasion fiscale, et puis l'invasion fiscale, et puis le blanchiment, je crois qu'on sera mieux. On ne va pas courir pour aller en France pour la relance de nos économies. Non, pas du tout. Donc c'est très important. Moi, tout ce que je suis en train de dire, c'est des choses vraies, c'est des choses qui sont bien prouvées, et je pense que c'est comme ça, on continue de le dire. Donc, le Togo a fait quand même des efforts. Le Togo a fait des efforts. Aujourd'hui, le taux de contamination est en chute. Et nous souhaitons quand même que ça soit ainsi et que nous retrouvions nos habitudes traditionnelles de vie. Merci. Le cas de la Côte d'Ivoire, le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui était le 31 mai, que le secrétaire général de FPI, Ado, bien sûr, qui a annoncé le retour de Laurent Gbagbo le 17 juin, pardon. Est-ce que cela prouve à suffisance que la réconciliation en Côte d'Ivoire est en phase de s'enraciner? La réconciliation en Côte d'Ivoire c'est une obligation que les Ivoiriens se... Parce que l'État ivoirien, le peuple ivoirien a été déchiré depuis 2002 même. Depuis 2002. Oui, depuis 2002, le pays a été attaqué par les rebelles du Front National, conduit par Guillaume Soro, mais le comble est atteint en 2010, 2011, où il y a eu une crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts. 3000 morts, et dont le point d'achèvement a été la capture de Laurent Gbagbo et son déferment à la Cour pénale internationale. Donc il a passé 10 ans avec Charles Blé Goudé, 10 ans à La Haye, et aujourd'hui il a été acquitté l'année dernière. Le procureur a fait appel et finalement la chambre d'accusation l'a acquitté à nouveau. Bon, donc aujourd'hui il est blanchi et il faut qu'il rentre dans son pays, la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo reste
cet homme est énigmatique, hein, cet homme qu'on ne le veuille pas, c'est un homme qui est charismatique. La Côte d'Ivoire continuera, hein, de garder le nom de Laurent Gbagbo. C'est vrai qu'on peut parler d'autres qui se disent être victimes, mais Laurent Gbagbo est allé à Haye. 10 ans après, il a été carrément acquitté. Acquitté de toutes les charges qui sont portées contre lui et Charles Blé Goudé. Et donc, pour nous, Laurent Gbagbo est une référence parce que c'est un homme qui aime la vérité. C'est un homme qui aime l'Afrique. C'est un homme qui ne veut pas céder aux pressions étrangères. Il ne veut pas brader son pays, hein, aux puissances étrangères. Et pour ça, il est mal vu. Et pour ça, il est poursuivi. Et pour ça, il est dans le collimateur des puissances étrangères, notamment la France. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour le peuple africain. Le peuple africain, parce qu'on se rappelle en 2010-2011, jusqu'à la capture de Laurent Gbagbo, nous étions tous. C'est une nouvelle qui a attristé le monde, qui a attristé le peuple africain. Je parle du peuple africain. Partout, Laurent Gbagbo, partout, Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, son retour est annoncé. C'est une bonne nouvelle. Et pour nous, en tant que panafricains, nous qui voulons vraiment l'indépendance de l'Afrique, nous qui aimons l'Afrique, nous qui disons que l'Afrique doit être maître de son destin, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, le 17 juin, qu'est-ce qui va se passer? Oui, justement, cette date n'a pas été consensuelle. Selon le gouvernement ivoirien, oui. Hein, on dit que cette date n'a pas été consensuelle et qu'il fallait que le camp Gbagbo ou rien, comme il l'appelle, à travers Adou, qui est le secrétaire général, que cette date a été communiquée unilatéralement, ce que le gouvernement a dit, parce que le gouvernement dit n'avoir pas été informé. Bon, donc, tout ce qu'on doit souhaiter, c'est que cette date-là... Est-ce que justement, à cette date, est-ce que son retour serait véritablement... Non, mais là, je crois que... Du moment où le gouvernement n'a pas été associé à cette date, là, nous croyons qu'à l'annonce, c'était quelque chose de consensuel. Pour nous, c'était quelque chose de consensuel. Je crois que c'est aujourd'hui que nous appelons sur les médias et sur les médias internationaux que le gouvernement ivoirien dit n'avoir pas été associé au choix de cette date. Oui. Donc, du coup, il y a un problème de communication et je ne pense pas que le camp Laurent Gbagbo devait se prêter à ces jeux, sincèrement. Il fallait accepter, il fallait attendre que ça soit, cette date-là soit décidée de manière consensuelle avec le gouvernement et l'annonce soit faite de manière consensuelle. Hein, ça n'a pas été le cas. Et du coup, ça jette un peu de foi. Je crois que c'est dans le cadre de sa 76e anniversaire. Justement. Il est né le 31 mai 1945. Justement, et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est à cette occasion que la date a été communiquée. Donc tout ce qu'on peut demander, c'est notre souhait, c'est que les deux camps, le camp Gbagbo et le gouvernement, puissent rapidement s'asseoir et se prononcer sur date parce qu'il n'y a rien aujourd'hui qui empêche le retour de Laurent Gbagbo. Rien ne peut empêcher. Il a ses deux passeports, passeport ordinaire, passeport diplomatique. Donc son retour est attendu et le président ivoirien Alassane Ouattara l'a dit clairement qu'ils peuvent rentrer quand ils veulent. Maintenant, peut-être que c'est le cas Blé Goudé qui est préoccupant parce qu'on ne fait pas cas de lui et il n'a pas encore les papiers pour rentrer. Mais moi, je disais sur une chaîne que l'avion qui les a amenés, c'est l'avion de la Côte d'Ivoire qui les a amenés à La Haye. Que le même avion les ramène en Côte d'Ivoire. C'était le même avion. C'est Alassane Ouattara qui avait apprêté l'avion pour les amener à La Haye. Qu'ils reviennent, et on avait même leur passeport avant on avait tenu compte de leur passeport. Les conditions dans lesquelles ils sont partis, ça ne serait pas dans les mêmes non, aujourd'hui, si Alassane Ouattara envoie un avion officiel, à La Haye, hein, aux Pays-Bas, bien sûr, ils peuvent rentrer dans l'avion et décoller. Et décoller, ça, c'est diplomatiquement, ça peut se faire. Mais là, pourquoi le cas de Blé Goudé, ça pose problème? Pourquoi jusque-là, il n'a pas les papiers? Je crois qu'ils ont été acquittés et dans les décisions, ils peuvent rentrer dans leur pays pour booster la réconciliation, pour que la réconciliation
se mettre en route parce que la Côte d'Ivoire a besoin. Le tissu social de la Côte d'Ivoire a été déchiré et je crois que la présence de Laurent Gbagbo sur le territoire ivoirien va faciliter les choses, va va presser les choses pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa quiétude. Alors. Donc, le retour de Laurent Gbagbo pour nous, cette date-là, nous souhaitons que que son retour tienne sur cette date et il y aura des mobilisations même un peu partout en Afrique pour que on puisse célébrer ce retour. Parce que 10 ans à l'arrêt, 10 ans hors de son pays, dans des conditions carcérales, à l'étranger, ce n'est pas drôle. Il faut être il faut être spirituellement fort, il faut être mentalement solide pour pouvoir tenir 10 ans en prison. C'est vrai que ce n'est pas les prisons de chez nous, hein. Là, il a presque tout, mais il est privé de ses mouvements, il est privé de ses libertés fondamentales, parce qu'il est sur place. 10 ans, je crois que Laurent Gbagbo révèle. Hein, justement, ce qui fait polémique, le collectif de victimes, bien sûr, en Côte d'Ivoire, ont fait sortir un communiqué, soit disant, le jour où Laurent Gbagbo va atterrir à l'aéroport, ils seront là-bas pour clamer haut et fort, pour qu'on puisse l'arrêter. Dans le cas des cas de la BCEAO, Laurent Gbagbo, à l'époque, incarnait l'État ivoirien. Oui, jusqu'aujourd'hui, l'État ivoirien il a été condamné par contumace. Laurent Gbagbo a été attaqué par les rebelles depuis 2002 jusqu'en 2010 où on est allé le capturer. Et tous les morts qu'il y a eu, est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui a occasionné? Tout le monde sait. Tout le monde sait que les rebelles et la force ont été appuyés par les forces onusiennes, de l'ONUCI bien sûr, qui ont aidé à capturer. Et tout ce qu'il y a eu comme mort, ce n'est pas... D'ailleurs, c'est pourquoi la justice, la décision de la Cour de CPI, de la Cour pénale internationale, est claire. La quitte parce qu'on a crime de guerre, et autres. Donc, il a été acquitté et je vous avoue que il a été condamné par contumace en Côte d'Ivoire pour le braquage de la BCEAO. Mais ça, c'est tout à fait politique. Je crois qu'il revient au président Alassane Ouattara de jouer franc jeu, même pourquoi pas d'amnistier Laurent Gbagbo avant qu'il ne revienne. Parce que le retour de Laurent Gbagbo est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire et je ne pense pas qu'on va manipuler. Il faut manipuler les gens qui se disent victimes. Et tous ceux qui ont été tués, vous prenez à Diokou, en 2010, il y avait à Diokou, il y avait 800 morts à Diokou. Et Diokou, c'est le fief de Laurent Gbagbo. Il y avait 800 morts. Qui a tué ces gens-là? On savait que ce sont les colonnes de rebelles qui arrivaient vers la capitale. Il y a eu 800 morts à Diokou. Qu'est-ce qu'on a dit? Et ces victimes-là, ces gens-là. Donc, je crois qu'il faut cesser. Je serai à la place de Alassane Ouattara, j'allais dire même aux victimes. C'est vrai quand même qu'ils se disent victimes, mais taisez-vous. Que ces victimes-là se taisent. Non, que ces victimes-là se taisent. Parce que ça ne fait plus, on dirait que c'est Alassane Ouattara qui les manipule. C'est le camp Ouattara qui les manipule. De continuer pas à hausser la voix. Pour effrayer Laurent Gbagbo ou bien pour créer un problème de polémique autour de son retour. Ce n'est pas bon. Moi, je pense que Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, doit arrêter ce jeu-là, doit arrêter ces gens-là. Pour leur dire, mais maintenant, nous sommes dans le cadre de réconciliation. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des morts de la part des militants de Laurent Gbagbo comme des militants d'Alassane Ouattara. Donc, il faut faire taire tout ça et qu'on relance vraiment la machine de la réconciliation. C'est ce qui est important. De toute façon, c'est une bonne pour nous. Pourquoi pas faire une délégation pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller saluer cet homme-là qui nous a fait rêver. Laurent Gbagbo nous a fait rêver. Je dis non, je suis encore, je dis pour le moment rien n'est officiel, mais peut-être pourquoi pas envoyer des gens pour aller saluer cet homme-là qui nous a fait rêver, qui nous a fait croire que l'Africain peut tenir la tête aux puissances étrangères. C'est vrai quand même que la vérité est claire aujourd'hui que Laurent Gbagbo a été injustement déféré à l'arrêt, parce que toutes les charges contre lui ont été annulées par la Cour pénale internationale. Donc c'est une bonne nouvelle et nous l'attendons
de pied ferme. Hein. Nous l'attendons avec joie, l'accueillons avec joie sur la terre africaine. Merci, nous voici encore. Bon, nous tirons vers la fin. Il nous reste 3 minutes. Votre mot de la fin. Non, mon mot de la fin. Je dis que ce qui est important pour moi, c'était de parler de la vie chère. Parce que la vie telle qu'elle est aujourd'hui, ça prive des milliers de ménages. Les Togolais arrivent à manger peut-être une fois par jour. Et allez-y voir le contenu du plat. Hein, les gens peut-être c'est la pâte avec du piment, d'autres c'est de la farine, d'autres c'est avec du haricot, une fois par jour. La vie est chère et au sommet de l'État, je crois quand même qu'on doit en être conscient. Que ceux qu'ils dirigent, sont dans des difficultés. Et l'ANSAT ne règle pas la solution, ne règle pas le problème, n'est pas seulement la solution durable, il faut d'autres alternatives. D'autres alternatives, telles que, comme je l'ai dit, hein, il faut quand même revenir sur certaines décisions. Nous avons parlé de péage, nous avons parlé de taxes, tout ça là, c'est des trucs qui sont chers, qui font débourser, qui font dépenser encore les citoyens. Et la période ne s'y prête pas, parce que nous sommes dans une période de crise sanitaire. Que le gouvernement togolais fasse encore davantage, hein, pour que les 7 millions de citoyens, des habitants que nous sommes, nous puissions vivre, hein, manger à notre faim et boire à notre soif, comme fondamentalement le dit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, une fois encore, merci pour cette émission. Nous serons toujours prêts à vous répondre favorablement dès que vous nous sollicitez. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous rappelle que j'étais sur ce plateau avec le pasteur Edo Komi. Il est le président national du mouvement Martin Luther King. Bon, il faut aussi dire aux téléspectateurs que je suis agent au maire. Il est agent au maire commune Golfe 2, parce que c'est ma commune. Golfe 2 aussi. En plus, c'est la commune qui abrite votre télévision. Donc, il faut le dire certainement, parce qu'on parlera certainement prochainement sur la commune, la gestion de la commune, les habitants. Si un habitant a un problème, vous voulez, par exemple, poser votre conteneur quelque part, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je crois qu'il faut qu'on en parle aux gens pour que les gens ne s'embrouillent pas, les gens ne fassent pas ce qu'ils ne doivent pas. Non, je profite pour vous dire que donc, la JCTV est en train de s'aventurer vers vous pour tisser un partenariat avec la commune Golfe 2, parce que nous sommes... non, naturellement, je crois qu'il faut, il faut que la direction fasse officiellement ce pas, écrive à la mairie pour dire que la télévision existe dans notre commune. Et pourquoi pas, une délégation va venir visiter, voir ce que vous faites. Et puis maintenant, pourquoi pas, mon patron peut venir, d'autres peuvent venir, d'autres conseillers peuvent venir. Et on parlait du développement. Hein, moi, je peux venir pour prêcher, je peux venir aussi pour parler du développement, parce que le développement est très important. Très important pour le Togolais. Donc, à bras ouverts, la mairie de Commune Golfe 2 vous recevra. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis dans cette émission. Je crois que cette émission vous a fait du bien. Nous vous disons merci et à très bientôt. Merci. À bientôt.